Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Aliénor d'Aquitaine a été l'une des femmes parmi les plus puissantes du Moyen-Âge. Imaginez, elle a dirigé un territoire presque aussi grand que celui du roi de France. D'abord épouse de Louis VII, puis de Henri Plantagenet, elle a été tour à tour reine de France et reine d'Angleterre. Sa vie est aussi liée à l'époque des croisades. Sans elle, son fils Richard Cœur de Lion n'en serait jamais rentré. C'est le destin de cette duchesse qui a contribué à écrire l'histoire de l'Europe que je vais vous raconter dans un récit en 2 parties. Aliénor d'Aquitaine, la duchesse aux 2 couronnes. Épisode 1, jeu d'influence. Nous sommes en Castille, en actuelle Espagne, en janvier 1200. En cette saison, il est impossible de chauffer correctement les châteaux. Le froid oblige toute la cour du roi Alphonse VIII à garder ses vêtements fourrés. À presque 80 ans, Aliénor d'Aquitaine ne se laisse pas perturber par les aléas climatiques. Elle a traversé les Pyrénées en plein hiver pour aller voir ses petites filles, les princesses de Castille, Urraque et Blanche. Elle a passé un accord avec le roi de France pour marier l'une d'elles à son héritier. Aliénor d'Aquitaine demande à voir les 2 fillettes. Elle les observe, plutôt, elle les scrute. Elle veut sentir laquelle des 2 fera la meilleure reine de France. Elle veut une future souveraine qui lui ressemble, une femme de caractère, pas une demoiselle effacée. Urraque a 14 ans. En tant qu'aînée, elle est la candidate idéale. Sa cadette, Blanche, n'a que 12 ans. Et pourtant, la vieille duchesse est frappée par la vivacité de son esprit. Et puis, elle a un côté dur. C'est ce qu'il faut pour survivre à la cour. Aliénor doit faire le bon choix. L'une de ses 2 petites filles écrira bientôt la suite de l'histoire de France. Avant de vous raconter l'histoire d'Aliénor d'Aquitaine, j'ai besoin que vous visualisiez la carte de France au moment de sa naissance, vers 1122. Vous voyez notre hexagone? Eh bien, enlevez la partie est qui va de la Lorraine à la rive gauche du Rhône. À l'époque, c'est pas encore chez nous. La partie centre de ce qui reste correspond au fief de la couronne. Ce sont les terres qui dépendent directement du roi de France. C'est pas grand-chose et ses frontières sont instables. La partie ouest, du côté de l'Atlantique, est morcelée en grands-duchés dont la Normandie, la Bretagne et l'Aquitaine. Les ducs de ces territoires sont des vassaux du roi. Ces seigneurs sont censés rendre hommage à leur souverain et se mettre à son service en cas de guerre. Dans les faits, ça ne se passe pas si simplement. Quand Aliénor voit le jour en ce début du XIIe siècle, son père, Guillaume X, a profité des conquêtes de ses aïeux. Son duché représente un gros quart de la France actuelle. C'est le plus grand domaine du royaume après celui du roi. Ça fait de lui un homme très puissant. Avec sa femme, la duchesse de Châtellerault, il a 3 enfants, Aliénor, Pétronille et Guillaume. Ce dernier meurt en bas âge. Et comme Guillaume est un homme moderne, il élève ses filles presque comme des garçons pour qu'un jour, elles lui succèdent. La cour d'Aquitaine est une cour brillante et joyeuse. C'est sans doute parce qu'elle n'est pas proche du pape qui prêche en faveur d'un mode de vie humble. Aliénor apprend le latin, la musique, la littérature, l'équitation et la chasse. En plus d'être bien éduquée, la petite duchesse est remarquablement intelligente et ses contemporains disent qu'elle est d'une beauté à couper le souffle avec sa silhouette fine et souple et ses très longs cheveux dorés. Mais ce n'est pas parce qu'elle est belle et qu'elle a de la conversation que les demandes en mariage affluent. C'est bien parce qu'elle est l'héritière du duché d'Aquitaine. Guillaume X s'efforce donc de trouver le meilleur époux possible pour sa fille. Il convainc sans difficulté le roi Louis VI le Gros de la fiancer à son fils, l'héritier de la couronne de France. Il y a cependant une clause importante dans cette alliance.
Le duché d'Aquitaine ne sera pas absorbé par le domaine royal. Il restera aux mains d'Aliénor. En 1137, alors qu'il est sur le chemin de Compostelle, Guillaume d'Aquitaine décède. À 14 ans, Aliénor est prête à diriger son duché, mais elle doit précipiter son mariage. À son époque, le mariage après enlèvement est rare, mais autorisé. Si Aliénor se faisait kidnapper par un seigneur ambitieux, elle serait obligée de céder son duché à ce mari mal intentionné. Pour éviter un tel scénario, la jeune fille attend l'arrivée de son époux auprès de l'évêque de Bordeaux. L'héritier de la couronne de France est un jeune homme de 17 ans, un peu falot, mais la nuit de noces se passe bien et on raconte qu'il est très amoureux de sa femme. Le roi Louis VI le Gros meurt le 1er août 1137, soit 6 jours après le mariage de son fils. Celui-ci devient alors le roi Louis VII. Il est sacré quelques mois plus tard, et Aliénor aussi est couronnée reine de France. Elle suit son époux dans sa résidence principale sur l'île de la Cité, à Paris. La conciergerie est alors l'un des cœurs du pouvoir politique. Pour Aliénor et ses dames de compagnie venues du Sud, c'est un choc. À Paris, les gens ne portent pas de vêtements colorés comme elles qui moulent leur buste pour mettre leur forme en valeur. Beaucoup préfèrent les prières à la fête, alors qu'en Occitanie, on a la passion des troubadours et de l'amour courtois. Il faut que je vous parle de l'amour courtois. Ça vient justement d'Occitanie. C'est un jeu de séduction entre les hommes et les femmes de la haute société. C'est élégant, galant, mais ça n'a rien de sexuel. C'est juste pour le plaisir, pour être heureux. Les jeunes chevaliers vivent souvent l'amour courtois avec les épouses de leurs suzerains. C'est une manière pour eux de leur plaire en louant leurs femmes sans aller jusqu'à l'adultère. Voilà pourquoi Aliénor détonne à Paris. Elle essaye d'amener le raffinement occitan dans une cour pleine de brutes et de grenouilles de bénitier. Mais elle ne perd pas de vue que le plus important, c'est la politique. Et pour les femmes, ce qui compte le plus, c'est la politique matrimoniale. Elle va exiger de son époux qu'il marie sa sœur Pétronille à l'un des plus beaux partis de la cour, le sénéchal Raoul de Vermandois. Problème, il est déjà marié. Louis VII l'oblige donc à divorcer d'abord pour convoler ensuite avec la sœur de la reine. Éléonore de Blois, l'épouse injustement répudiée, veut venger son honneur bafoué. Alors, son frère déclare la guerre à Louis VII. L'affaire se termine par le siège de Vitry en Perthois. Louis VII fait incendier cette ville avec tous ses habitants à l'intérieur. Louis VII a maté la révolte, mais il a des regrets. Il a le sang de ses sujets sur les mains. Son amour pour sa reine, à l'origine de ces querelles, en sort écorné. C'est sans doute pour se racheter auprès de Dieu que Louis VII va s'engager dans la deuxième croisade 4 ans plus tard, en 1146. Faisons un petit zoom géopolitique en Terre Sainte. À la fin du XIe siècle, les Turcs ont pris le contrôle de la côte est de la Méditerranée. Ils maîtrisent désormais les routes commerciales vers l'Asie et ferment l'accès des lieux saints aux chrétiens. C'est donc un problème économique et spirituel, et à cette époque, ces deux aspects sont essentiels. Plusieurs seigneurs européens sortent les armes pour récupérer les terres saintes. Cette première croisade se solde par la création de 4 enclaves aux mains des chrétiens. Le comté d'Édesse, la principauté d'Antioche, le comté de Tripoli et le royaume de Jérusalem. En 1144, les musulmans reprennent le contrôle du comté d'Édesse. C'est le début de leur projet de reconquête des États latins. Le pape Eugène III supplie alors Louis VII de partir au combat pour défendre les chrétiens d'Orient et l'accès aux lieux saints. Sauf que dans les faits, 2 croisades se préparent simultanément. Pendant que Louis VII réunit 15 000 seigneurs et croyants prêts à en découdre, Aliénor rassemble des dames de compagnie et des troubadours.
Pour faire simple, le roi veut se battre et la reine veut faire du tourisme. Sans rien vous spoiler, je peux vous dire que ça va pas bien se passer entre eux. Louis VII essuie plusieurs défaites en Anatolie, l'actuelle Turquie. À l'occasion des fêtes de Pâques 1148, il se replie dans la principauté d'Antioche. Son dirigeant est le prince Raymond, qui n'est autre que l'oncle d'Aliénor. Alors que Louis VII ronge son frein en attendant de repartir se battre, la reine profite des charmes de l'Orient et goûte aux mets locaux relevés d'épices. Bientôt, les mauvaises langues colportent des rumeurs à l'origine de la légende noire d'Aliénor. Elle serait bien trop proche de Raymond. C'est qu'ils doivent être amants. Résultat, les relations du couple royal se tendent. Louis VII n'est pas sûr que sa femme lui est infidèle. En revanche, elle ne lui a donné qu'une fille. Ce n'est pas assez pour assurer la pérennité de sa lignée, mais c'est suffisant pour envisager une annulation de leur mariage. Au mois de juillet, Louis VII quitte la principauté de Raymond d'Antioche pour aller assiéger Damas. Là encore, son projet militaire est un échec et la deuxième croisade est un fiasco. Les croisés finissent par reprendre le chemin de la France. Le roi constate que les caisses de l'État sont pratiquement vides et il songe sérieusement au divorce. Il ne supporte plus Aliénor, qui le lui rend bien. Elle ne fait même pas le chemin du retour avec lui. Elle préfère voyager avec un autre équipage. Malgré tout, on ne divorce pas si facilement au Moyen-Âge. Les souverains tentent de sauver leur couple, moins par amour que par intérêt politique, soyons honnêtes. Quand Aliénor tombe à nouveau enceinte, Louis VII a l'espoir de voir naître un héritier, espoir ruiné quand on lui annonce que le bébé né en 1151 est une fille. L'année suivante, les évêques de France valident donc l'annulation de leur mariage. Ils invoquent comme argument la consanguinité des époux qui sont effectivement cousins. Ne vous en étonnez pas, c'est l'excuse qu'on donne à l'époque quand on ne peut pas plaider la non-consommation du mariage, et après 2 enfants, c'était pas possible. Louis VII aura 2 autres épouses, Constance de Castille et Adèle de Champagne. Cette dernière lui donnera enfin un fils, le futur roi Philippe Auguste. Gardez son nom en tête, je vous en reparlerai plus tard. De son côté, Aliénor retrouve son duché d'Aquitaine non sans embûches. Elle a failli être enlevée 2 fois par des nobles qui voulaient l'épouser de force. Elle a maintenant 29 ans, elle est riche et puissante, mais surtout, elle a pris goût au pouvoir. Elle veut se remarier, mais pas avec n'importe qui. Cette fois, elle veut un partenaire ambitieux, un homme qui a l'âme d'un conquérant. C'est à cette époque qu'elle organise ses prochaines noces avec Henri Plantagenet. Il a 19 ans, il est audacieux et fougueux. Il dirige des armées depuis qu'il a 14 ans. Et il vient d'hériter du duché de Normandie, du comté du Maine, du comté d'Anjou et du comté de Touraine. Son fief est 2 fois plus petit que celui d'Aliénor, mais c'est quand même l'un des plus grands de France. Mais surtout, Henri est le petit-fils du roi d'Angleterre par sa mère qui descend de Guillaume le Conquérant. Même si son oncle Étienne détient actuellement la couronne anglaise, il peut prétendre au trône, et Aliénor aime assez l'idée de retrouver une couronne, quelle qu'elle soit. Le couple se marie à Poitiers en 1152. Quand Louis VII découvre qui est le nouveau conjoint de sa femme, il fait une crise de nerfs. N'allez pas croire qu'il est jaloux. Il a peur. Le couple possède un territoire plus vaste que le domaine royal de France. Pour prendre les devants et éviter un coup d'État, Louis VII coalise autour de lui tous les ennemis d'Henri Plantagenet, y compris son oncle Étienne, le roi d'Angleterre. Les troupes coalisées décident soudain d'attaquer les territoires des jeunes mariés à plusieurs endroits simultanément. C'est à ce moment-là qu'un événement inattendu se produit. Dans le premier épisode de ce récit consacré à Aliénor d'Aquitaine, la jeune duchesse est devenue reine de France.
Après le désastre de la deuxième croisade, elle divorce de son mari Louis VII et épouse le jeune Henri Plantagenet, l'un des plus grands seigneurs de France qui peut aussi prétendre à la couronne d'Angleterre. Épisode 2. Ne jamais renoncer au pouvoir. En 1152, le mariage d'Aliénor d'Aquitaine et de Henri Plantagenet a mis les rois de France et d'Angleterre en émoi. Ils se sentent tous les deux menacés par ce couple d'ambitieux au territoire aussi grand que les leurs. Louis VII, côté français, et Étienne, côté anglais, se coalisent et réunissent autour d'eux plusieurs de leurs vassaux pour attaquer l'Aquitaine et la Normandie. Pendant qu'Aliénor défend son fief, Henri Plantagenet remporte des victoires qu'il célèbre par des pillages sur le domaine royal de France. Momentanément affaibli, le roi de France se retire du conflit. C'était inattendu, mais ça tombe à pic. Puisque c'est la guerre, Henri Plantagenet veut aller jusqu'au bout. Son véritable ennemi, c'est son oncle. C'est contre lui qu'il doit se battre s'il veut réunir la Normandie et l'Angleterre et récupérer la couronne. L'époux d'Aliénor reçoit en secret le soutien des barons anglais fatigués par ce qu'ils considèrent comme une guerre civile. Le 6 novembre 1153, Henri Plantagenet et Étienne signent le traité de Wallingford. Selon ce traité, Henri devient le seul héritier de la couronne d'Angleterre. Il deviendra officiellement roi à la mort de son oncle. Guillaume, le fils d'Étienne, est donc tenu de renoncer au pouvoir et il prêtera allégeance à son cousin quand celui-ci montera sur le trône. Si vous voulez mon avis, Aliénor d'Aquitaine et Henri Plantagenet ont dû célébrer la victoire. Il n'y a plus qu'à être patient. Et en plus, l'attente n'est pas longue. Étienne meurt 10 mois après la signature du traité. Henri monte sur le trône d'Angleterre sans rencontrer la moindre opposition. Il devient Henri II d'Angleterre. Le 19 décembre 1154, Aliénor est couronnée reine à côté de son mari en la cathédrale de Westminster. C'est la deuxième fois qu'elle porte une couronne de reine. 2 couronnes dans 2 pays différents. Quel destin pour une femme du Moyen-Âge. Arrêtons-nous une petite minute si vous voulez bien. Si on met bout à bout les fiefs du couple, on obtient un territoire qui va des frontières de l'Écosse jusqu'aux Pyrénées. En 1166, Henri II fait même la conquête du duché de Bretagne. On commence à parler d'empire plantagenet. Le domaine du roi de France est 2 fois plus petit que celui-ci. Mais en tant que duc et duchesse de Normandie et d'Aquitaine, Henri et Aliénor, bien que roi et reine d'Angleterre, sont aussi les vassaux du roi Louis VII. Évidemment, comme les 2 rois veulent agrandir leur territoire, leur rivalité va engendrer des conflits incessants. C'est cette rivalité qui va former le terreau de la future guerre de 100 ans entre le XIVe et le XVe siècle. Mais revenons, si vous le voulez bien, en Angleterre, où Aliénor est très fière de sa 2e couronne de reine. À cette époque, Aliénor et Henri sont fusionnels. La reine admire son époux et le roi sait qu'il peut compter sur le soutien de sa dame. Cette belle entente se concrétise par la naissance de 8 enfants en 13 ans, 5 garçons et 3 filles. Parmi ces fils, il y en a 2 que vous connaissez bien grâce à Robin des Bois. C'est Richard Cœur de Lion et Jean sans Terre. Mais cette belle entente se fissure avec le temps. Plus il vieillit, moins Henri a besoin de sa femme pour l'aider à prendre des décisions. J'aime autant vous dire qu'Aliénor n'apprécie pas beaucoup d'être écartée du pouvoir. Surtout que son mari lui est infidèle et qu'il commence à avoir beaucoup trop d'enfants illégitimes. À l'époque, ça n'a rien de très surprenant. Ce qui énerve Aliénor, c'est que ces bâtards, comme on le dit à l'époque, pourraient concurrencer ses fils légitimes. Elle s'efforce donc de leur obtenir des titres et des charges assez gratifiants pour les contenter et les dissuader de revendiquer la couronne. Elle aurait, par exemple,
poussé l'un de ses fils illégitimes dans les ordres et lui aurait obtenu l'archevêché d'York. À cette époque, quand on fait carrière dans le spirituel, on ne porte pas de couronne. C'est très fin de la part d'Aliénor. Elle tisse ainsi des réseaux qui bénéficieront plus tard à ses fils. De son côté, Henri II donne aussi des fonctions à ses garçons. C'est essentiel pour essayer de maintenir la cohésion d'un empire territorial qui n'a aucune unité culturelle. En 1170, il fait de Richard, alors âgé de 13 ans, le duc d'Aquitaine. Comme il est jeune, c'est Aliénor qui exerce le pouvoir sur son fief familial. Elle a presque 50 ans quand elle retrouve son château de Poitiers. C'est là qu'elle s'apprête à vivre quelques années plus légères. Aliénor d'Aquitaine est une femme éduquée et elle ne perd pas de vue qu'une grande reine est une protectrice des arts. Elle remplit sa cour de troubadours et d'auteurs. Certains diront qu'elle a même une liaison avec l'un de ses poètes. En tant qu'historienne, je me dois d'être prudente avec ces histoires. D'une part, c'est une méthode vieille comme le monde pour dénigrer les femmes de pouvoir. D'autre part, c'est contraire à l'esprit de l'amour courtois de l'époque qui privilégie la séduction et la délicatesse à la consommation de la chair. Il faut rappeler que les gens du Moyen-Âge ne voient pas le monde comme nous et que même leur rapport au désir est conditionné par leur mode de pensée. Dans la cour d'Aliénor, il y a aussi Chrétien de Troyes. C'est à lui qu'on doit la popularité de personnages comme Lancelot, Perceval et les autres chevaliers de la table ronde. Outre la vie littéraire, Aliénor finance aussi la construction de monuments comme la nouvelle cathédrale de Poitiers. Malgré toutes ces activités, Aliénor s'ennuie du pouvoir. Pour en retrouver, elle va imaginer un nouveau scénario. Elle va monter ses fils contre leur père, et ça, avec le soutien de son ex-mari, le roi Louis VII. En 1173, elle persuade ses 3 aînés, Henri, Richard et Geoffroy, que leur père ne les laissera jamais régner. Toute la famille se livre bataille. Richard est celui qui s'oppose le plus longtemps à son père, mais finalement, en 1174, il lui prête à nouveau allégeance. Aliénor, qui est l'instigatrice de ces conflits, se retrouve séquestrée par son propre mari dans l'un de ses châteaux. Elle fait une tentative d'évasion rocambolesque. Elle s'habille en homme, se sauve par la fenêtre en descendant le long d'une corde en drap nouée et elle se fait rattraper par les soldats de son mari alors qu'elle pensait trouver refuge à la cour de Louis VII. Résultat, elle paye le prix de ses complots familiaux. Elle est retenue pendant 15 ans comme prisonnière par son époux. Sa libération arrive après son veuvage. Henri II meurt en 1189. Aliénor a environ 67 ans. Son fils préféré, Richard, monte sur le trône d'Angleterre. Il décide aussitôt de partir pour la 3e croisade et il part avec le nouveau roi de France, Philippe Auguste. C'est le fils de Louis VII qui a succédé à son père 9 ans plus tôt. Comme ça, aucun des 2 rois n'attaquera le royaume de l'autre en son absence. Richard a laissé la régence de l'Angleterre à des seigneurs en qui il a toute confiance. Mais son frère, le prince Jean sans Terre, va en profiter pour tenter de lui ravir le trône. Aliénor est obligée d'intervenir militairement avec ses vassaux pour empêcher ce fils ingrat de se rebeller contre son fils préféré. Mais un autre événement va bientôt l'occuper. Alors qu'il rentre de croisade en 1192, Richard Cœur de Lion est fait prisonnier près de Vienne par le duc d'Autriche Léopold V. Le roi d'Angleterre est ensuite livré à l'empereur du Saint-Empire, Henri VI. Pour le relâcher, l'empereur réclame 150 000 marks d'argent. C'est l'équivalent de 2 années de recettes du royaume d'Angleterre. C'est Aliénor en personne qui va se charger de récolter les 2 tiers de cette somme et de l'acheminer vers le Saint-Empire pour faire libérer son fils. À 70 ans, la duchesse d'Aquitaine a toujours une santé de fer et participer à la vie politique de l'Europe la maintient manifestement en forme. Cependant, entre 2 péripéties, elle a besoin de repos. Elle a pris l'habitude de se retirer à l'abbaye de Fontevraud, dans les Pays de la Loire. Régulièrement,
Elle quitte la quiétude de ce lieu saint pour visiter ses vassaux et s'assurer de leur fidélité. Elle est très âgée maintenant et pour s'assurer que l'Angleterre et la France cesseront de se faire la guerre, elle veut organiser une alliance entre les deux royaumes. Elle veut fiancer une de ses petites filles à l'héritier de Philippe Auguste. Avec l'assentiment du roi de France, elle se rend à la cour de sa fille mariée avec le roi de Castille. Après avoir franchi les Pyrénées en plein hiver, elle y rencontre ses deux petites filles âgées de 14 et de 12 ans, Urraque et Blanche. La logique voudrait qu'elle choisisse l'aînée pour cette union dont le sort de l'Europe dépend. Mais Aliénor apprécie la vivacité de Blanche. L'adolescente est très pieuse et dotée d'un fort caractère. La duchesse se reconnaît sans doute un peu dans sa petite fille. Et c'est Blanche qu'elle ramène avec elle en France. Le 23 mai 1200, la duchesse regarde sa protégée épouser le futur Louis VIII avec satisfaction. Après ce dernier acte politique, Aliénor d'Aquitaine se retire à Fontevraud où elle meurt en 1204, après avoir vu plusieurs conflits armés déchirer encore sa famille. Elle aura pris soin, avant de mourir, de faire de ce lieu la nécropole royale des Plantagenets. Son gisant, la représentation d'elle-même sur sa tombe, la montre couchée sur un lit, tenant entre ses mains un livre de prières. Elle laisse d'elle à la postérité l'image d'une reine raffinée et lettrée. Mais ce n'est pas tout. Son sang continue longtemps à irriguer les veines des rois d'Angleterre et des rois de France. En unissant Blanche de Castille à l'héritier de la couronne de France, elle a donné au royaume une grande reine qui saura assurer la régence pendant que son fils, Saint-Louis, sera en croisade. Aliénor est la preuve éclatante que les femmes de tempérament savaient se faire une place sur la scène politique au Moyen-Âge. Il faut un sacré panache pour qu'une duchesse devienne 2 fois reine. C'est la fin de ce récit consacré à Aliénor d'Aquitaine. Je vous remercie de votre fidélité au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio. À la production, Camille Bichler. À la réalisation, Clément Ibrahim. À la direction artistique, Julien Tarot et Adèle Imbert. À la diffusion et à la communication, Kelly Decroix et Romain Vintillas. Et quant à moi, la plume et la voix d'Au cœur de l'histoire, je vous donne rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt.